Salut à tous et à toutes. Cette semaine est dédiée principalement à apprendre à utiliser un petit peu le langage de requête Link. Donc, Link, c'est un langage qui va permettre d'interroger des données, autant que ce soit en mémoire que dans une base de données. C'est un langage hyper puissant qui est spécifique à .NET, donc ça n'existe pas encore l'équivalent dans d'autres langages. Et c'est quelque chose de vraiment le fun, flexible. Quand tu le maîtrises, tu permets de te sauver énormément de code à écrire en utilisant ce langage-ci. Donc, pour pouvoir parler de ce langage-là, ben, il faudra que je parle de d'autres notions avant. Donc, je vais commencer par parler des autres notions, puis par la suite, on va rentrer dans le langage de Link. Donc, la première notion que je vais devoir parler avec vous, c'est comment ça fonctionne lorsque une requête est reçue par un contrôleur. Euh, donc, le client envoie une requête, le routage, le routing, désigne, ah, ok, cette requête-là, ça devrait être par exemple ce contrôleur-là qui va le prendre, exemple contrôleur, et c'est pour appeler une certaine action sur mon contrôleur. Mais pour chaque requête qui a été reçue, euh, le système de routing va créer une nouvelle instance du contrôleur. Fait que c'est un peu comme s'il va faire en haut ici, tu vois, qui crée une nouvelle instance de mon contrôleur, exemple contrôleur, puis par la suite, il appelle l'action en conséquence. Puis il va faire ça, ce bout de code-là, autant de fois qu'il soit de requête. Donc si le client pèse 3 fois sur le bouton qui permet d'appeler cette action-là, ben, ça va faire 3 fois ça ici en arrière. S'il y a 100 clients qui chacun accède à une page qui appelle mon action, ben c'est 100 fois ce code-là qui va être exécuté. Donc c'est intéressant, mais ça peut nous apporter des problèmes. Puis, par exemple, dans notre cas, on va essayer de se créer une base de données, un petit quelque chose qui va être en mémoire, puis qui va rester tout le long en mémoire, tant aussi longtemps que l'application va être ouverte. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait faire ça. On va comprendre un peu la problématique, puis par la suite, on va parler de la solution. Fait que je vais vous demander d'aller ouvrir le code de ExempleLink et je vais vous commencer par vous présenter les données qu'on va utiliser pour les différents exemples. Donc, on a 4 classes dans le dossier modèle. On va commencer par la première qui s'appelle base de données. Base de données. Ici, ça représente un peu notre base de données qu'on va utiliser. Là, c'est juste des listes en mémoire d'objets, mais la structure, c'est très similaire à celle qui est utilisée pour une vraie base de données. Donc, quand on va utiliser des trucs comme Entity Framework pour interroger les bases de données, mais c'est à peu près cette structure-là. Ici, on voit que j'ai une liste de compagnies modèles. Avec Entity Framework, ce ne serait pas une liste, ce serait autre chose, mais ce serait le même principe. J'ai une liste de consoles et j'ai une liste de jeux. J'ai un constructeur, puis ici, on voit que dans mon constructeur, ben, je donne un identifiant unique pour mon membre qui correspond à ID instance. Euh, J'initialise mes listes, fait que je crée des listes vides et après j'ai rempli. C'est sûr qu'avec une vraie base de données, vous n'auriez pas tout ça ici, parce que les données seraient dans les tables, mais c'est à peu près le même principe. Fait que j'ai essayé d'utiliser quelque chose qui ressemble proche à ce que vous allez utiliser. Les requêtes qu'on va utiliser de link, la syntaxe qu'on va utiliser, ce serait exactement la même si on utilise sur cette base de données-là qui va être en mémoire versus si on l'utiliserait sur une vraie base de données. Donc, on va aller regarder un peu c'est quoi les compagnies, consoles puis jeux, les 3 modèles. Donc, compagnie, on voit que j'ai un identifiant unique, fait qu'un chiffre 1, 2, 3, 4, 5 qui va être unique pour ma compagnie et le nom de la compagnie. Fait que ça correspond beaucoup à nos tables. Souvent, le modèle, c'est quasiment une réplique de nos tables. Donc, compagnie, console. Tu vois ici, console, ben, j'ai l'identifiant unique de ma console. J'ai une liste de jeux. Donc, j'ai une propriété qui me permet d'accéder à la liste des jeux de cette console-là. J'ai la clé étrangère vers ma compagnie. Et j'ai également, parallèlement à ça, une propriété compagnie qui me permet d'accéder à l'objet compagnie de la console. Fait que si j'ai ma console, mettons j'ai l'objet PlayStation 4, je peux faire point compagnie puis accéder après ça au nom de la compagnie. Fait que c'est une propriété qui me permet d'accéder rapidement aux informations de la compagnie. Et j'ai le nom de la console. On pourrait s'imaginer dans une vraie base de données, j'aurais
un champ pour le numéro de la console, un champ pour la clé étrangère du numéro de la compagnie, puis un champ pour le nom de la base de données. Par la suite, j'ai un dernier modèle que c'est les informations sur le jeu. Fait que là, j'ai ma clé primaire, mon identifiant unique pour le jeu, qui est un ID 1, 2, 3, 4, 5. J'ai le numéro de la console avec la propriété pour aller voir l'information de la console qui viennent ensemble. J'ai après ça toutes des propriétés où on pourrait voir ça comme des champs dans une base de données par rapport au nom du jeu, le nombre, le million d'exemplaires vendus de ce jeu-là à travers le monde, le prix actuel, le rating du jeu, le nom du développeur, l'éditeur, la date de parution et la quantité restante. Imaginons que je suis dans une boutique de jeux vidéo et que je voudrais vendre des jeux, mais la quantité restante dans mes stocks à moi. Peut-être il me reste 50 copies du jeu, mais il y en a 18 millions qui ont été vendus de jeux là à travers le monde. Fait que c'est un petit peu ma structure. Fait qu'on pourrait s'imaginer que j'aurais trois tables dans une base de données, mais ici on va l'utiliser comme une liste en mémoire. C'est ça. Donc maintenant, je vais arrêter ce petit morceau de vidéo-là et je vais vous demander d'aller dans le contrôleur, aller ouvrir Démo Singleton. Donc on va analyser ensemble un peu le code de Démo Singleton. Il est vraiment très très facile. Il y a une seule action, fait qu'une seule méthode. On se rappelle, les actions, c'est des méthodes sur le public de contrôleur qu'on peut appeler. Fait qu'on peut faire une requête pour l'appeler, puis ça va nous retourner quelque chose. Donc ici, j'ai acheté une console puis affiché le nombre de consoles. On voit que ça va aller racheter dans ma base de données une nouvelle console. Fait que ça me crée un nouvel objet console en lui donnant un nom, puis ça le add à ma liste. Donc, et par la suite, qu'est-ce que je fais, c'est que j'affiche le nombre de consoles. Donc, je fais un count sur ma liste. Je concatène ça avec cette chaîne-là ici. Et également, j'affiche l'ID du contrôleur puis l'ID de ma base de données. Passant dans la vraie vie, on n'aurait pas de ID comme ça ici sur le contrôleur, sur la base de données. Pourquoi je fais ça? C'est pour vous montrer une problématique qui va arriver puis comment on va la solutionner. Au niveau de mon constructeur ici, on voit que je mets un nouvel ID unique pour l'ID contrôleur puis je me crée une instance de base de données. Donc je vais mettre un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Je vais lancer l'application. Donc, moi, était déjà démarré. Je vais la recommencer. Et vous allez avoir des liens qui vont apparaître. Donc, c'est les liens vers les différentes démos qu'on va voir. Donc, première des choses, on va cliquer sur le premier lien qui est c'est démo Singleton ajouter une console puis afficher le nombre de consoles. Je clique dessus. On voit, là, ça vient de créer une nouvelle instance. Mon contrôleur, je suis à l'intérieur même du constructeur de démo Singleton. Je vais faire continuer, fait qu'un coup que le constructeur va avoir été fait, mais normalement, le système de routage devrait aller appeler l'action de mon contrôleur, fait que celle-là ici. Fait qu'on voit, oui, effectivement, je me rends bien ici. Fait que là, ça va rajouter une nouvelle console, là j'en ai 6, fait que je devrais tomber à 7. Fait que je vais faire un pas principal comme ça, F10. Je suis rendu à 7 et ça va m'afficher le contenu, fait que je vais faire continuer. En compte ici, j'en ai 7 et j'ai mes différents identifiants qui apparaissent. Qu'est-ce qui va arriver si j'essaie de, par exemple, je fais ici, je clique dans ma barre d'adresse et je fais entrer, mais ça va créer une nouvelle requête de nouveau pour la même action du même contrôleur. Fait que si je fais entrer, on voit ici, je retourne de nouveau dans mon constructeur et ça vient de me créer de nouveau ici. C'est un nouveau constructeur, on va créer une nouvelle base de données. Fait que là, si je fais continuer, je me ramasse dans ajouter une nouvelle console, mais mon nombre de consoles est de 6, parce que je viens d'en créer une nouvelle base de données. Fait que là, ça me pose un problème. Parce que c'est pas la même base de données que celle que j'avais dans ma requête précédente. Fait que là, je viens d'enlever les points d'arrêt, je vais faire continuer. Puis juste pour vous montrer, si je rafraîchis plusieurs fois, vous voyez, c'est tout le temps le chiffre 7, parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle base de données. Mais également, ça ici, c'est normal. L'identifiant du contrôleur, il devrait tout le temps changer à cause que c'est un nouveau contrôleur qui est créé à chaque requête.
Mais l'identifiant de la base de données, lui, je voudrais pas qu'il change. Fait que finalement, je voudrais tout le temps que ce soit la même instance de base de données qui soit passée. Bon, comment faire ça? Là, il faut comprendre ici qu'on a une dépendance entre le contrôleur qui a besoin d'une base de données. Mais on ne veut pas que la base de données soit créée à l'intérieur du contrôleur. On veut qu'elle soit créée à l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est on dit qu'on va injecter la dépendance. Donc, on va arrêter le débogage et on va dire, OK, je ne veux pas que la base de données soit créée à l'intérieur du contrôleur, parce que ça ne ferait pas de sens. Parce que si par exemple 50 personnes appellent la même requête en même temps, ben c'est 50 instances de la base de données qui va être créée, chacune différente. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait une seule instance unique. Fait qu'on va enlever ça ici. Puis à la place, on va dire, OK, mon constructeur, il va devoir recevoir la dépendance en question en paramètres. Fait que je vais dire, OK, il va recevoir une base de données. Fait que je vais me faire un paramètre pDonnées comme ça. Là, je l'appelle pDonnées, mais juste pour dire paramètre, mais vous pourriez ne pas avoir de P. Là. Parfois des profs en programmation vont utiliser ça pour montrer que c'est un paramètre, mais dans l'industrie, on ne met pas de P. Donc, je prends ma dépendance que j'ai reçue en paramètre et je vais la mettre ici. Je vais garder une référence de cet objet-là, ici. Fait que le but en faisant ça, c'est qu'à chaque fois que que ça va être appelé finalement, ben mon constructeur, il va recevoir la base de données, puis il va être capable de tout le temps réutiliser la même, si c'est ça que je souhaite. Fait que je vais avoir déplacé ma dépendance, ma base de données, à l'extérieur du constructeur, puis je vais l'injecter à travers le constructeur en le passant en paramètres. C'est un peu le principe. Là, nous, dans ce cours-ci, on va seulement voir le singleton et on va s'arrêter là-dessus. Mais dans d'autres cours, vous allez voir vraiment l'injection de dépendance vraiment beaucoup plus en profondeur, puis les options de paramétrage possibles. Là, on fait juste effleurer une petite affaire. Donc là, si je redémarre l'application et que je suis patient à cause que mon ordinateur est lent, je clique sur le premier lien et là, on voit que ça fait une exception. OK. Là, qu'est-ce qui arrive? Souvenez-vous, quand on demande une requête comme ça ici, puis là, c'est contrôleur/action, mais le système de routage, lui, va s'occuper par magie d'aller créer l'instance du contrôleur. Sauf que là, il arrive avec un problème, il dit « Hey, je ne suis pas capable de trouver une base de données. » Parce que là, il voit, oui, le constructeur il existe, mais il a besoin d'une base de données. Puis moi, j'ai jamais dit, j'ai jamais paramétré ASP.NET Core pour dire, hey, crée-moi une instance unique d'une base de données au début, puis qu'à chaque fois que tu vas avoir besoin, passe-la à tes contrôleurs. Fait que ça, il faut qu'on dise à ASP.NET, OK, il va exister quelque chose qui va s'appeler une instance de base de données, puis tu vas pouvoir le passer comme dépendance. Tu pourras l'injecter aux différents contrôleurs. Fait qu'on va aller solutionner le problème, on arrête le débogage et on va aller dans Startup. Fait que le fichier un peu de configuration d'ASP.NET. Fait qu'il y a différentes choses qu'on peut mettre ici. Puis dans la première section, Configure Service qui sert entre autres à définir les différents services, c'est là qu'on peut configurer l'injection de dépendance. Fait que nous, à l'aide de services, on peut faire Add. Puis là, il y en a plusieurs. Nous, ce qu'on va utiliser ici, c'est Singleton. Fait que Singleton, c'est que ça va créer... on va l'écrire en premier. Add Singleton. On met plus petit, plus grand. Puis entre les deux, on va marquer l'instance qu'on veut. Fait que c'est base de données. Puis à la fin, on met parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Fait que cette instruction-là ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand que tu vas voir que tu as besoin d'une instance de base de données. Fait que si tu vois qu'un de tes contrôleurs en a besoin, ben à ce moment-là, crée une instance de base de données. Cependant, elle va être unique à l'application. Fait que tant que l'application n'est pas terminée, si tu en as besoin de nouveau, mettons tu reçois une nouvelle requête, ben tu ne vas pas en recréer une nouvelle instance, tu vas regarder la même. Fait que ça, c'est le principe de Singleton, faire en sorte qu'on ait une seule instance d'une classe qui existe. Fait que là, en mettant cette ligne-là, on vient de paramétriser l'injection de dépendance pour dire que base de données, ça va exister qu'une seule fois, puis ça va être passé automatiquement au contrôleur. Fait que là, si on sauvegarde et on relance,
on n'aura plus l'erreur de tantôt. Fait qu'on va juste vérifier que je dis pas trop n'importe quoi. Bon, c'est un petit peu long. Je clique ici. Là, on voit c'est 7. Puis là, si on regarde ici, mon identifiant, ça commence à 8 quelque chose. Si je clique ici puis je fais entrer, là, je suis rendu à 8. Puis là, c'est encore A8 quelque chose. Fait que ça veut dire que là, c'est tout le temps la même instance de base de données. Même si mon contrôleur, ici, vous allez voir qu'à chaque fois, il va changer. Il va être différent. Fait que là, c'est intéressant. J'ai créé un peu ce qu'on appelle une variable d'application. C'est-à-dire quelque chose qui va être en mémoire durant toute la durée d'exécution de l'application. Puis, cependant, lorsque je vais arrêter l'application, ben, ça va être perdu. Donc, mais c'est le principe un peu d'une variable d'application. Dans ce cas-ci, ben là, on l'a fait avec un singleton, mais c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, juste le temps de l'application. Donc, c'est tout pour ça. Juste pour vous donner une petite information, quand que vous allez utiliser des bases de données, ça sera à place de add singleton, il y a quelque chose qui existe, je pense que c'est add dbcontext, qui fait à peu près le même principe, mais c'est le même principe que vous allez faire. Même chose aussi pour la base de données, c'est juste que vous allez hériter de dbcontext, ce ne sera pas des listes, ça va être autre chose, vous n'allez pas avoir ce code-là, mais le principe c'est le même. Pourquoi j'avais besoin de vous parler de ça? Mais nous, là, on va faire des requêtes en mémoire. Fait que je voulais qu'on ait une base de données en mémoire qui dure toute la durée de vie de l'application. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de vous parler des singletons. Donc, c'est tout pour ça. Fait qu'on va passer. Je vais juste faire un petit récapitulatif avec la présentation PowerPoint. Donc, comme je disais, ben, la solution, c'est d'arriver à modifier le contrôleur pour qu'il puisse accepter la dépendance. En question ici, c'est notre base de données. Puis qu'on garde la référence, on la met dans une propriété, ben, dans un membre privé de notre contrôleur. Par la suite, il faut demander à ASP.NET de créer une instance de la base de données, notre dépendance, à l'extérieur du contrôleur. Fait que c'est avec le service, on fait un add singleton, puis on met entre les crochets le type correspondant au singleton. Par la suite, à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle requête, on se rappelle qu'à chaque nouvelle requête, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va créer une instance du contrôleur, mais à cause qu'on a mis cette ligne-là, il va être capable d'y passer l'instance unique de la base de données. Nous, on ne sait pas comment elle s'appelle la variable. Ça, si ces exemples-là, ces trois-là, c'est juste pour montrer un peu comment que ASP.NET Core le traiterait en arrière. Même si j'ai aucune garantie que c'est comme ça le code, c'est à peu près le principe qui va se faire. Fait que là, il va avoir accès à son singleton, il va le passer en paramètre à chaque fois. Même s'il fait une instance différente pour chaque contrôleur. Fait que c'est tout. C'était le petit récapitulatif.